n'est pas adopté. Chers collègues, j'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 de notre règlement. Je passe la parole à Mme Marianne Dubois pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Madame Dubois, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le vote de la loi de programmation militaire est un moment clé dans la vie de nos armées. Elle donne un horizon à son budget grâce à une pluriannualité gage de stabilité. Elle est aussi l'occasion pour chacun de laisser son appartenance partisane de côté et de privilégier l'intérêt de la nation, le seul qui compte. Le 26 novembre 2013, mon prédécesseur à cette tribune avait ainsi déclaré « Notre politique de défense ne se prête pas aux postures partisanes. En la matière, l'intérêt national doit être notre seul guide. » Ma grille de lecture de ce texte n'a pas été partisane. Elle s'est appuyée sur une analyse lucide, tant les avancées que des limites qu'elle représente pour nos armées. Je placerai mon intervention sous le signe de la confiance. Une confiance qu'il nous faut rétablir entre les pouvoirs publics et les armées. Cette confiance a été dégradée au gré des coupes budgétaires et des réductions de moyens. Nous avons célébré le courage de nos hommes, tout en dégradant leurs conditions de travail. Cette situation ne pouvait plus durer, et la présente loi répond en partie à cette contradiction entre les mots et les actes devenus intenables. La confiance que l'on place en quelqu'un dépend de sa sincérité. Cette sincérité se manifeste à travers des engagements réalisables et assumés. Or, vous connaissez le principal reproche que nous pouvons faire à cette LPM. La majorité des efforts financiers et humains qu'elle contient portent sur le prochain quinquennat, ce qui laisse planer un doute sérieux sur la crédibilité et la solidité de ces projections. J'y reviendrai à la fin de mon propos. Avant tout, je souhaite insister sur le fait que le projet de loi de programmation militaire contient des mesures positives en faveur de la hausse des effectifs et de l'amélioration des conditions de vie des personnels et de leurs familles. L'augmentation des effectifs de nos armées était devenue indispensable, au vu du surengagement de nos hommes, à hauteur parfois de 200 jours par an. Sollicités sur plusieurs fronts, intérieurs et extérieurs, confrontés à une évolution et à un accroissement des menaces, appelés à faire évoluer leurs méthodes de travail, nos hommes peuvent atteindre un niveau d'épuisement qui met en péril la réalisation de leur mission et leur équilibre de vie. Cette hausse des effectifs de 6 000 postes, dont 3 000 sur la période 2019-2023, mérite donc d'être saluée, même si l'on peut regretter que la majorité de l'effort sera effectuée après la fin du quinquennat, à hauteur de 3 600 effectifs contre 2 400 pour l'actuel. Dès 2013, bien conscient des efforts déjà demandés à nos armées, le groupe UMP demandait la fin des baisses d'effectifs. Il aura fallu attendre les terribles événements de 2015 pour que cette spirale déflationniste cesse enfin. À un niveau plus individuel, les mesures à l'endroit des conditions des familles des soldats constituent une réelle avancée dans ce projet de loi de programmation. Les dispositifs en faveur de l'accès aux réserves lors des périodes de repos, aux conseils municipaux de moins de 3 500 habitants, même si cette limite démographique interroge, et enfin la poursuite du plan famille sont autant de points positifs que le groupe des Républicains soutient activement. Ces mesures vont dans le bon sens et aspirent à être complétées par une montée en puissance de la réserve opérationnelle. Nous pourrions donner la possibilité à tout salarié de transférer de manière anonyme et sans contrepartie certains de ses jours de congé à l'un de ses collègues engagés dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer ses activités de réserviste. Un tel dispositif, simple, robuste juridiquement, existe déjà en faveur des personnes ayant un enfant gravement malade ou celles aidant des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Cette proposition a fait l'objet d'un amendement portant la création d'un article additionnel et mériterait de faire l'objet d'un consensus transpartisan au seul bénéfice du service de la France. Toutefois, ces avancées ne sauraient compenser les fortes incertitudes et limites
qui pèsent sur ce projet de loi, ce qui justifie un renvoi en commission pour un approfondissement de celle-ci. Les limites de ce projet de loi résident avant tout dans l'absence d'une ambition de transformation de nos armées, à l'aune de la pluralité des menaces auxquelles elles font face et aux défis d'avenir qu'elles peuvent représenter pour notre société. La première ambition aurait été de bénéficier pleinement des atouts de la France en matière d'innovation et d'industrie de défense. Les hélicoptères demeurent le parent pauvre des arsenaux de défense et l'absence de commande d'un nouveau porte-avions, qui n'est pas qu'un objet de fierté nationale, mais surtout un outil militaire efficace, donne un sentiment d'inachevé à cette loi de programmation militaire. La consolidation budgétaire qu'elle représente n'était pourtant pas incompatible avec un souci d'innovation renouvelée. Aussi, cette loi de programmation militaire sous-estime l'ampleur de la tâche à accomplir en matière de renouvellement de nos matériels militaires. Un mouvement doublement confirmé par le modèle d'armée 2025 de la précédente loi de programmation militaire et par les engagements du président de la République. Ainsi, la nouvelle génération de sous-marins de la composante océanique, une nouvelle version du missile M51, le renouvellement de la composante aéroportée sont autant de montées en puissance qu'il faudra assurer financièrement. Or, pour y parvenir, la France devra progressivement porter d'ici à 2025 de 3,9 milliards d'euros à un niveau de 5,5 milliards à 6 milliards d'euros le montant des ressources du budget de la défense qu'elle consacre chaque année à la dissuasion, soit pratiquement l'intégralité des sommes affichées par la LPM. Là aussi, les ambitions sont louables, mais les moyens pour y parvenir interrogent. La dissuasion nucléaire verra sa modernisation poursuivie, les avions ravitailleurs, la flotte d'avions de combat, la flotte océanique, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, annoncé d'ici 2020 par Naval Group, constitue un renforcement nécessaire de notre sécurité. Ce renforcement peut être estimé de 3,9 milliards d'euros en 2017 à 6 milliards en 2025. Dès lors, l'espace budgétaire dégagé par la présente loi de programmation militaire sera forcément réduit et justifiera une forte vigilance de notre part sur l'affectation des crédits aux conditions de vie de nos soldats. Dans ce cadre, je tiens à me féliciter de l'adoption à l'unanimité par la Commission de la Défense de l'amendement du président Bridet, que nous avions nous aussi proposé d'exclure les investissements de la défense de l'application de l'article 17 de la loi de programmation des finances publiques votée en décembre dernier. L'application éventuelle de cette mesure faisait peser de graves menaces sur les investissements du ministère des Armées. 16,9 milliards d'euros auraient été ponctionnés sur le budget de 2018, égal à 34 milliards d'euros, pour satisfaire cette règle. Il s'agit d'un message particulièrement fort des députés de la Commission de la Défense, qui sera, je l'espère, confirmé par l'ensemble de la représentation nationale. Les députés, les Républicains, seront particulièrement vigilants au respect de cette décision unanime de la Commission de la Défense. Ensuite, où en sont les liens armées-nation ? Contrairement aux initiatives en matière d'environnement, de solidarité, d'éducation ou de loisirs qui peuvent être créées par n'importe qui dans la société, celles en lien avec le monde militaire sont nécessairement institutionnalisées, portées par la puissance publique. C'est là le rôle d'une telle loi de programmation militaire, assurer la montée en puissance des dispositifs qui permettent à nos jeunes d'être non seulement sensibilisés aux enjeux de défense et de citoyenneté, mais aussi et surtout de s'engager au service de la nation. S'ils sont abordés dans ce texte, ils restent cantonnés à de timides amplifications, sans réelle portée universelle pour une jeunesse qui aspire à s'engager. On est très loin de la dimension pluridisciplinaire des recommandations produites dans les 2 missions d'information sur le service national universel dont j'ai été co-rapporteur. La première fois avec Joachim Pueyo, la seconde avec Émilie Guérel. Ce projet de service national universel a fortement rythmé les débats de la défense depuis la promesse présidentielle du candidat Emmanuel Macron en 2017. Il serait illusoire et regrettable de réduire les liens entre l'armée et la nation à un tel dispositif. Il doit se mettre en place en complémentarité avec le monde éducatif,
les cadets de la défense, le service militaire volontaire et une revalorisation du parcours d'engagement de nos jeunes. Dans cette LPM, le service national universel est évoqué à travers son financement, qui est prévu comme spécifique et ne devant nullement peser sur le budget dont nous discutons aujourd'hui. L'alinéa 259 du rapport annexé mentionne expressément qu'un financement dédié sera affecté au projet du Président de la République. Cet alinéa est un engagement clair qu'il faudra assumer à l'avenir avec une extrême rigueur. L'inscrire directement dans le texte de loi, comme le propose un amendement du groupe des Républicains, est encore plus sûr et plus sécurisant. Un point demeure en suspens. Quid des moyens humains qu'il faudra mobiliser pour la mise en œuvre de ce service national amplifié? Cette question est savamment évitée dans cette LPM. Pourtant, nul ne doute ici que certains effectifs prévus au titre 2 seront affectés à l'encadrement des jeunes en service. Au cours de notre mission d'information, il est ressorti de nos échanges avec le monde militaire une forte revendication. Nos soldats ne sont pas là pour faire de l'animation scolaire au détriment de leur première mission, protéger la France et les Français. Je veux ici attirer votre attention, Madame la Ministre, sur le fait que les liens armées-nation n'ont de sens que s'ils participent d'un bénéfice réciproque entre les professionnels militaires encadrants et les jeunes en immersion. L'enjeu de la confiance est là aussi central. L'alinéa 259 ne saurait être contourné tant sur un plan financier qu'humain, au nom d'un engagement présidentiel, dont le coût a déjà été estimé comme supérieur au budget de la justice, aux alentours de 15 milliards d'euros. Certes, mes chers collègues, le service national universel n'est pas mis en place dans cette LPM. Toutefois, politiquement, il existe déjà dans les projets du président. Et humainement, il inquiète nos armées. Financièrement, il apparaît difficile à réaliser. Dès lors, pourquoi ne pas jouer la transparence et la cohérence avec nos armées et ne pas introduire le service national universel dans cette LPM? Le gouvernement reste flou sur ce projet, tiraillé entre la réalisation d'une promesse de campagne et la nécessité de préserver le moral de nos armées et l'équilibre de nos finances publiques. Il ne faudrait pas qu'après la lueur du printemps de l'augmentation du budget prévue par cette LPM, succède une douche froide lors de la présentation concrète et précise du projet SNU. Quelle relation de confiance saurait survivre à un tel revirement? Si j'insiste sur cet alinéa 259, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, c'est parce qu'il illustre bien la philosophie du gouvernement sur les efforts engagés par cette LPM. Reporter le gros des efforts à plus tard. Loin de moi l'envie de vous inciter à la précipitation, mais vous conviendrez que le flou qui subsiste, tant sur le SNU que sur les choix budgétaires reportés à l'avenir, ne participe pas au rétablissement de la confiance. Cette loi est conforme aux annonces faites par le Président de la République prévoyant une trajectoire budgétaire qui doit conduire à 2% du PIB en 2025, soit un budget de la défense atteignant 50 milliards d'euros contre 34 milliards d'euros en 2018. Ainsi, l'ambition de cette loi, de cette programmation militaire, est d'entamer une rupture durable avec les baisses successives, pour ne pas dire excessives, du budget de nos armées observées depuis plusieurs années. Cette ambition est louable et je pense sincèrement que le gouvernement y est attaché. Mais se donne-t-il effectivement les moyens de la réaliser? A-t-il compris l'ampleur de la tâche qui était vraiment devant nous? Les travaux de la Commission de la Défense laissent entendre que non. L'artifice budgétaire qui consiste à couper en deux la montée en puissance de ce budget entre les périodes 2019-2023 et 2024-2025 questionne. Je dirais même inquiète. Le budget augmentera de 1,7 milliard par an entre 2019 et 2022, puis de 3 milliards par an à partir de 2023, soit après le quinquennat. Dès lors, ce sont en fait 2 lois de programmation militaire que vous soumettez à notre approbation aujourd'hui. Le groupe des Républicains a proposé de poursuivre la trajectoire jusqu'en 2025 afin de l'inscrire dans la durée. Cette régularité à long terme serait un gage de lisibilité, de stabilité et tout simplement de sincérité à l'endroit de la défense. Les besoins affichés pour la période 2019-2025 représentent 295 milliards d'euros,
mais seule la période 2019-2023 est inscrite dans le texte, à hauteur de 198 milliards d'euros. Pour la deuxième période, le montant exact sera précisé. Je cite, « en fonction de la situation macroéconomique à cette date, ainsi que l'objectif de porter l'effort de défense à 2% du PIB en 2015. » Je ne savais pas que la sollicitation de nos armées dépendait de la situation macroéconomique. Je ne savais pas que la dangerosité des menaces qui visaient la France dépendait de la croissance. Et je ne savais pas que la qualité du matériel de nos soldats était plus ou moins indispensable en fonction des perspectives économiques du pays. Ainsi, en 2022, le budget de la défense atteindra 1,85% du PIB et non les 2% affichés à long terme. Si on suit la logique d'un tel mécanisme, quel est l'intérêt de voter une LPM sur 7 ans et non sur 4 ans? Pourquoi contrevenir à la dimension pluriannuelle de cette loi, condition sine qua non de son utilité pour la stabilité budgétaire de nos armées? Nos armées ne doivent pas vivre au rythme des arbitrages budgétaires dont elles ont été trop longtemps la variable d'ajustement. Cette LPM, je le répète, poursuit une ambition louable et y adjoint des hausses financières et humaines non négligeables, mais l'effort est limité dans le temps et insuffisant pour restaurer un climat de confiance avec nos armées. Or, cette dernière question de la confiance est cruciale, comme on l'a vu lors de la démission du général Pierre de Villiers de sa responsabilité de chef d'état-major des armées. L'annulation de 850 millions d'euros de crédits qu'il a eu à gérer illustre bien la légèreté inacceptable avec laquelle le gouvernement peut être amené à gérer le budget de la défense. L'intérêt que je porte pour nos armées a toujours été avant tout humain, car je suis sensible au sort qui est fait à nos hommes, dont le courage m'a toujours impressionné. À notre niveau de décideurs publics, nos marques de considération ne peuvent toutefois se limiter à des discours. Elles doivent être suivies d'actes, d'engagements aboutis et solides. Ce que nous exigeons d'eux au quotidien, tâchons de l'appliquer à nous-mêmes. Dans ces conditions, un approfondissement des limites liées au caractère dual de cette LPM et une connaissance complète du projet de SNU du Président de la République apparaissent nécessaires. Mes chers collègues, il nous appartient de démontrer aux armées le sérieux de notre démarche et de nos engagements. Parce que la confiance se construit patiemment avec un ensemble complet d'informations, je vous propose de renvoyer ce texte en commission. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marianne Dubois. Madame la ministre, souhaitez-vous réagir? Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la députée, je voudrais d'abord vous dire que j'ai senti dans votre intervention votre attachement sincère au sujet de défense et je suis par ailleurs convaincue que cet attachement est largement partagé sur les bancs de cet hémicycle. Je comprends parfaitement votre volonté de rester extrêmement vigilante. D'abord, les enjeux sont très importants. Ensuite, vous l'avez rappelé, l'expérience du passé qui a été marquée par un écart grandissant entre d'un côté des engagements qui ont été croissants et de l'autre des moyens affectés à nos armées qui ont été au contraire en régression. Cet écart grandissant, il a en effet créé, je crois, un problème de confiance entre nos armées et les décideurs publics. Cette confiance, il nous faut donc la préserver et cela commence, je crois, par l'exercice d'un suivi précis, rigoureux, des engagements que nous prenons, que nous allons prendre collectivement dans le cadre de cette loi de programmation militaire vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de nos armées. Alors vous avez tout à l'heure réévoqué dans votre propos un certain nombre de questions qui renvoient aux moyens qui sont dédiés par cette loi de programmation militaire. Je crois y avoir déjà répondu, avoir souligné combien cette loi de programmation militaire est une loi de remontée en puissance après un premier acte qui a été celui de
l'exécution budgétaire 2017, qui a permis qu'il n'y ait pas d'écart entre le montant de la loi de finances initiale telle qu'elle avait été votée puis le montant de l'exécution définitive, avec un deuxième acte qui est le projet de loi de finances la loi de finances initiale pour 2018, qui finalement réalise un effort au moins équivalent à celui auquel cette loi de programmation militaire nous invite pour les années 2019 à 2022. Et si l'on devait résumer les choses de façon cursive, voire même un peu simpliste, je voudrais simplement dire qu'après des années de déflation continue, les moyens de la mission défense progressent fortement et qu'au fond, les signes plus sont préférables aux signes moins. Alors au-delà de cela, il y a bien sûr la question de nos capacités. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, choisi de moderniser nos capacités actuelles. Nous aurions pu faire un choix différent. Nous aurions pu faire le choix de l'augmentation du format qui nous aurait probablement amené à devoir réaliser une sorte de fuite en avant que nous ne croyons pas souhaitable. Et c'est donc en parfaite harmonie avec les états-majors, les directions, les services que nous avons fait ce choix raisonnable et raisonné, consistant à conserver pour l'essentiel le format qui était le nôtre, en ciblant sur quelques catégories de matériel jugé particulièrement clés pour nos forces, des augmentations de format que j'ai rappelées tout à l'heure, par exemple sur le ravitaillement en vol ou le ravitaillement maritime. Je crois que cet effort était indispensable, mais si nous n'avions que modernisé les capacités actuelles, nous aurions manqué aussi l'essentiel de la vocation de cette loi de programmation militaire, qui est de préparer l'avenir et d'insister sur des éléments que la revue stratégique avait identifiés comme étant particulièrement clés. Je pense au renseignement, je pense à la lutte en matière de cyberdéfense, je pense également aux programmes structurants de demain, parce qu'au fond, même si cette loi de programmation militaire ne prévoit pas le lancement en termes de fabrication des équipements qui seront ceux qui, dans 50 ans, équiperont encore nos forces, elle prévoit en revanche les études permettant de concevoir ces équipements, et ces études sont au rendez-vous en termes de niveau de financement. Vous l'avez également rappelé, Madame la députée, c'est un texte qui se veut résolument orienté vers les femmes et les hommes du ministère des Armées, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils. C'est une loi de programmation à hauteur d'homme. Alors, pour rétablir la confiance, je le disais, il faut un suivi régulier de ces mesures, et je n'ai aucun doute sur le fait que la représentation nationale, à la fois dans le cadre du vote du budget annuel, mais aussi dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de contrôle dont le Parlement dispose, par vos missions, par la loi de règlement, les rapports d'exécution, pourra vérifier pas à pas, année après année, que les engagements pris sont bien tenus. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au-delà de ce travail qui est l'essence même du contrôle parlementaire, nous avons nous-mêmes souhaité créer un rendez-vous en 2021 permettant à la fois de vérifier la bonne exécution de cette loi de programmation et puis surtout de définir comment nous allons pouvoir atteindre cet objectif de 2% auquel le président de la République est extrêmement attaché, puisqu'il a souhaité qu'il figure dans cette loi de programmation militaire, en fonction, d'une part, de l'exécution du passé et d'autre part, des prévisions macroéconomiques actuelles. Alors, vous avez tout à fait raison, Madame la députée. Une loi de programmation militaire, c'est d'abord fait pour répondre aux besoins de nos armées. Et d'ailleurs, cette remarque a été faite à gauche comme à droite de cet hémicycle. Et donc, je ne considère pas que cet objectif de 2% du PIB, c'est un objectif qui est destiné d'abord et avant tout à répondre à une oukase, pardonnez-moi ce vocabulaire, qui aurait été fixée par l'OTAN.
Ce n'est pas du tout ça. Cet objectif de 2%, il consiste simplement à dire, en 2009, on était autour de 2%, on a procédé à une déflation considérable qui a porté atteinte de manière très conséquente au capital humain, au capital technique, au capital en termes d'équipement militaire de nos forces. Nous sommes tombés en dessous de 1,8% du PIB. En 2018, vous avez voté un budget qui permet pour la première fois de commencer à remonter par rapport à ce point bas que nous avions atteint. Et si nous avons fixé cette cible à 2% du PIB, c'est parce que nous pensons qu'au regard des besoins de nos armées, c'est un objectif qui est souhaitable et qui est tenable. Et c'est bien cela qu'il nous faut en même temps viser. Pour terminer, je voudrais évoquer le fait qu'il me semble que cette loi de programmation militaire démarre sur des bases solides. D'abord parce qu'il n'y aura pas, je l'espère, et dans quelques mois nous le vérifierons ensemble, d'écart entre l'exécution et la loi de finances initiale, si bien que nous démarrerons cette loi de programmation militaire sans reste ou ardoise ou passif ou charge qui n'aurait pas été financée. Nous avons rappelé tout à l'heure combien les paris risqués du passé, qui par exemple étaient fondés sur la réalisation de cessions immobilières qui n'ont pas toujours eu lieu, ou bien sur des cessions de fréquences qui n'ont pas été réalisées au niveau qui avait été souhaité ou imaginé. Ces hypothèses-là ont été écartées et nous avons souhaité programmer cette loi de programmation militaire avec des crédits budgétaires. Et ces crédits budgétaires sont donc la base financière la plus solide que nous puissions imaginer. C'est donc un texte sain qui vous donnera, j'en suis certaine, la capacité et les moyens de contrôle de son suivi et de son exécution. Et pour ce qui me concerne, vous pouvez compter, Madame la députée, sur ma vigilance et sur mon engagement pour que les engagements que nous allons prendre ensemble vis-à-vis de la nation et de nos forces armées soient pas à pas tenus et respectés. Et je suis certaine que j'aurai l'appui de l'ensemble des parlementaires de cette Assemblée pour réaliser cet examen soigneux. Je vous remercie de votre attention et donc je regrette que, après les propos que vous avez pu tenir fondamentalement positifs sur cette loi de programmation militaire, vous en concluiez qu'il faille revenir devant la Commission, parce que je crois que vous avez été très assidus également aux travaux de la Commission, et que nous avons fait un bon travail. Des amendements, nous allons bientôt le constater, ont été adoptés au cours de l'examen de ce texte en commission, qui, je vous l'accorde, améliorent le texte par rapport à ce qu'était la proposition du gouvernement initialement. Donc, j'aimerais que nous puissions continuer de progresser ensemble. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission de la Défense ne souhaite pas intervenir. Nous allons donc pouvoir passer aux explications de vote sur cette motion de renvoi en commission pour le groupe du MoDem. Je passe la parole à Jean-Pierre Cubert-Tafou. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, le groupe Mouvement démocrate et apparenté s'oppose à cette motion. Bien entendu, il soutient globalement ce texte qui offre enfin des capacités opérationnelles nécessaires aux armées. Nous considérons que l'Assemblée a pu déjà largement examiner et améliorer ce texte. Par un travail d'audition de qualité, plus de 20 auditions de hauts cadres du ministère des Armées et de l'industrie de défense menées en commission de la Défense, un travail approfondi des rapporteurs de la Défense et des 3 commissions saisies pour avis et un travail réalisé par chaque groupe et chaque député. Cet examen du texte en commission de la Défense a duré 12 heures de débat utile et constructif. Si on y ajoute l'examen préalable au sein des commissions saisies pour avis, l'Assemblée nationale a déjà consacré une vingtaine d'heures
à l'examen de ce texte, qui est un bon texte, que nos militaires attendent. Comme je l'ai dit précédemment, retarder encore l'étude dans l'hémicycle, c'est retarder encore les capacités d'anticipation de nos militaires et de nos industriels. Cela envoie un mauvais message de notre détermination à appuyer le budget des armées. Et pour toutes ces raisons, le mouvement des démocrates et apparentés s'oppose à cette motion de renvoi en commission. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe UDI, Agir et Indépendants, je passe la parole à Olivier Becht. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Vous nous proposez de renvoyer ce texte en commission, mais le président Bridet l'a rappelé,